suis accompagné de Géraldine Hu, Bonjour. qui fait partie d'un cabinet d'accompagnement qui s'appelle Maobi. Oui, on est une agence d'innovation responsable et on accompagne les entreprises à accélérer la transformation responsable de leurs entreprises, de la vision jusqu'à l'offre, et en particulier donc l'innovation et l'économie de la fonctionnalité, on va en parler. À Lyon. Basé à Lyon, voilà, exactement. En lien, nous avons Benoît. Est-ce qu'il est là, Benoît? Bonjour, je suis là. Oui. Quelle est la position d'Écomobilier vis-à-vis de Domocité? Alors, Domocité, il faut que j'en parle 2 secondes. Excuse-moi, Benoît. C'est une opération annuelle que nous avons lancée avec Philippe Moreau, le président de l'ameublement français. Et la logique, c'est... dans les entreprises, nous faisons dans le grand terme de recherche et développement, nous faisons beaucoup de développement. On fait des nouveaux produits, on fait du design, on lance des nouveaux modèles, mais on fait assez peu de recherche. Et l'objectif de Domocité, c'est de faire de la recherche. Et pour bien faire de la recherche, il faut le faire en collectif, en multifonctionnalité, en diversité de personnalités. Et donc, chaque année, nous prenons un certain nombre de sujets de réflexion. Et c'est une démarche qui date depuis 6 ans et sur lequel nous avons abordé une multitude de sujets. Donc je reviens sur la position d'Écomobilier sur Domocité. Benoît, qu'est-ce qui vous intéresse dans la démarche finalement? Oui, merci Philippe. On est engagé depuis le début auprès de Domocité, depuis 6 éditions, depuis 2016. Et d'ailleurs, je remercie Philippe Moreau et Philippe Jarnin de nous avoir associés à ce programme depuis le début. On est engagé parce que c'est un excellent laboratoire de travail sur l'éco-conception en vue de la prévention du déchet, d'éléments d'ameublement. Au cours de ces 6 éditions, nous avons travaillé sur l'utilisation de la matière recyclée, la réparation, la réparabilité, la multifonctionnalité, le réemploi, autant de sujets qui participent à cette prévention. Et donc, quand cette année, le sujet de l'économie de la fonctionnalité nous a été proposé, on a été tout de suite enthousiastes dans notre volonté d'accompagner les entreprises dans leurs engagements volontaires vers une économie circulaire. On pense que l'économie de la fonctionnalité est un sujet novateur qui permet d'accélérer justement cette transition vers plus de circularité, vers une meilleure vie, un meilleur usage de chaque produit. Donc, je suis là presque aujourd'hui avec vous, avec fierté, enthousiasme, pour vous présenter ces travaux et on est impatient d'en voir les livrables fin décembre. Et nous avons Nathalène avec nous, qui nous entend. Bonjour à tous. L'économie de la fonctionnalité, Géraldine, de quoi on parle? Alors, le thème de cette année, donc les Domocités, chaque année, il y a des thèmes différents. Donc, le thème de cette année, c'est l'économie de la fonctionnalité et la coopération. Donc, un petit retour sur cette année. En 2021, on a eu 4 ateliers collectifs qu'on a animés sur ce thème-là. Donc, multi-acteurs, parce que c'est le principe de Domocité. Il y a eu 3 ateliers de démarrage qui étaient online avec du Zoom et du Klaxoon. Et puis ensuite, on s'est vu en vrai. Et on avait une vingtaine à une trentaine de participants, donc entreprises, mais aussi donc de toute taille, mais aussi des archis, mais aussi des designers qui étaient présents pendant ces différents ateliers. Donc une diversité d'acteurs réunis autour de ce défi économie de la fonctionnalité. Au départ, donc voilà. Fonctionnellement, on a travaillé sur des outils en visio qui avaient un intérêt quand même parce que on a travaillé en atelier par groupe, entre guillemets, comme nous offrent les outils, mais sur des formats relativement courts. Exactement, pour lancer le programme, pour savoir de quoi on parle, et on va redéfinir ce que c'est que l'économie de la fonctionnalité là aujourd'hui, et puis pour ensuite commencer les réflexions, voilà, sur le début. Donc peut-être un petit mot quand même, parce qu'on parle d'économie de la fonctionnalité, mais c'est important de tous se mettre d'accord sur ce que c'est que finalement, qu'est-ce que c'est que la définition. On a remis une définition ici, qui est la définition de l'ADEME. L'économie de la fonctionnalité, ça consiste à fournir aux entreprises, aux individus, aux territoires, et la plupart du temps, c'est d'ailleurs multi-acteurs, des solutions intégrées de services et de biens qui reposent sur la vente d'une performance d'usage ou d'un usage,
et non pas sur la vente d'un produit. Donc au lieu de vendre un produit, on vend son usage. Ce qui permet de décorréler l'utilisation de la matière première de l'utilisation derrière. Donc ça a aussi des bénéfices environnementaux. Donc ces solutions, elles permettent une moindre consommation de ressources naturelles dans une perspective d'économie circulaire. Et puis ça permet aussi un accroissement du bien-être des personnes et un développement économique, parce que ça suppose aussi qu'on va réparer, réemployer les mêmes équipements. Donc on favorise l'emploi local. Donc, par rapport à un modèle classique de vente, on passe de la vente d'un bien à la vente d'un usage ou d'un service. Donc, un exemple assez classique, c'est au lieu de vendre un pneu, on vend des kilomètres roulés. Voilà. Ça veut dire que la valeur, elle est plus uniquement une valeur de bien, elle est une valeur d'usage. Donc ça amène aussi, et c'est pour ça que c'est intéressant dans une perspective de durabilité, à repenser les produits en pensant leur durée de vie, puisque tout l'intérêt, c'est de les faire durer le plus longtemps possible et de les upgrader au fur et à mesure de leur usage. Donc on passe aussi d'un point de vue contractuel d'une transaction immédiate à un contrat de confiance plus long terme entre le vendeur et puis l'utilisateur. Et ça permet donc cet usage décorrélé de l'utilisation des ressources. Ça permet de penser le produit, d'éco-concevoir en fait le produit, parce qu'il va être pensé en cycle de vie pour pouvoir durer plus longtemps. Et ça permet aussi le développement de l'emploi, de l'évolution, de la réparation donc de ces biens. Voilà, donc il y a plein de bénéfices à cette économie de la fonctionnalité qu'on a essayé de développer sur nos sujets. Donc il y a plein de modèles d'affaires qui sont possibles. On a mis quelques exemples non exhaustifs. Ça peut être à l'abonnement. Donc, au lieu de vendre un bien, on vend un abonnement. Alors, Mobox, c'est de pouvoir louer ses pneus. Et donc, on n'est pas au kilomètre cette fois-ci, mais on est à la location de ces pneus qui sont garantis, qui vont être revus tout au long de l'année, donc à un abonnement annuel pour avoir les pneus qui conviennent pour un utilisateur final. Wicar, on est plutôt sur du partage. Donc, on avait dit c'était économie de la fonctionnalité, de la coopération. Donc, c'est comment est-ce que les particuliers peuvent partager leur voiture. Donc, et on va être sur de la durée d'utilisation, c'est-à-dire que le prix qui va être payé par l'utilisateur à celui qui lui loue sa propre voiture, ça va être à la durée d'usage. L'exemple que vous connaissez de Xerox, qui est passé d'un modèle de on vend ou on loue des photocopieurs à l'unité consommée, c'est-à-dire plus on fait des photocopies, plus on va payer cher, ce qui permet aussi d'amener une restriction, ou en tout cas ça amène à des usages raisonnables du service. Et puis, ce que je trouve très intéressant, c'est tous les modèles aussi à la performance. Donc, on a un exemple ici avec Signify qui vend de la lumière. Donc, au lieu de vendre la lampe, on vend finalement l'éclairage à bon escient dans un lieu donné. Donc on est tous plus ou moins clients d'économie de la fonctionnalité quand on prend un vélo, quand on fait une photocopie. Exactement, quand on fait de la location, que ce soit exactement quand on fait de la location ou du partage. Exactement. Et de la location d'habitat partagé ou des choses comme ça, non? Oui, ça pourrait tout à fait rentrer dedans. D'ailleurs, ça faisait partie d'un des scénarios. On a eu un exemple d'un industriel suisse qui fait du matelas. Exactement. Alors, en tout début du programme, on a eu le témoignage de Elite Beds qui font de l'économie de la fonctionnalité depuis plusieurs années. Et au lieu de vendre des matelas, ils vendent des nuitées aux hôteliers. Et donc, évidemment, pour les hôtels, c'est le changement au lieu que ça passe finalement en CAPEX, donc en achat, on est plutôt sur en OPEX, on passe du coup sur de la location à l'usage. Donc ça veut dire que plus il y a de nuitées vendues, plus il y a un paiement pour Elite Beds. Et ça fonctionne très très bien. Oui, il était donc très content et très d'ailleurs content de témoigner. Et dans le système qu'il a mis en place, donc il y a des capteurs dans les matelas.
Lui, donc, il est capable de faire un rapport mensuel à l'hôtelier pour lui dire, voilà, telle chambre a plus fonctionné que telle autre, etc. Et à quel moment il faut qu'il le nettoie, parce qu'il a une prestation de service en même temps. Ça implique forcément une prestation de service, à la fois pour pouvoir faire le tracking, et puis ensuite pour pouvoir mettre en œuvre le service de maintenance en fait à chaque fois, pour pouvoir et de fin de vie et de gestion de la fin de vie, exactement. Oui, vous pouvez même changer les matelas de différentes chambres qui étaient moins utilisées, etc. Oui. Ça permet de traquer le taux d'usage des différentes chambres et de pouvoir l'adapter complètement. C'est multiples bénéfices en fait de l'économie de la fonctionnalité. Il y a des bénéfices pour les clients avec en termes de flexibilité financière, de garantie d'un usage et d'un état qui est toujours performant, et puis de souplesse, d'ajustement aux besoins. Si on est un hôtel et qu'on va avoir plus de chambres, on peut avoir plus de, si on reprend cet exemple, on va pouvoir avoir plus de matelas qui vont être loués, et puis un accès plus rapide aussi à l'innovation. Il y a un intérêt pour le fabricant parce que ça lui permet de se développer, de tester aussi, de mieux connaître en fait les besoins de ses utilisateurs, puisqu'on a de la donnée qui est qu'on récupère, de fidéliser ses clients puisqu'on est sur un contrat plus long terme qu'un contrat uniquement one shot de vente. Et puis, bien sûr, il y a des bénéfices en termes d'éco-responsabilité, on les a mentionnés tout à l'heure. Moins de ressources utilisées, une réduction des déchets, et puis une adaptation évolutive. En fait, on est dans des upgrades au fur et à mesure des offres pour qu'elles s'adaptent aux besoins des uns et des autres. Voilà. Benoît, tu avais commencé par une analyse de l'offre, en fait, comment il fallait se préparer en termes stratégiques pour avoir des produits qui correspondent à cette attente. Oui, en fait, l'économie de la fonctionnalité repose donc plus seulement sur un produit et elle ne repose pas encore sur un service, et surtout pas sur un service seul. On est en général sur un pack produit-service où le produit va être, va être pour le service qui va être vendu. Alors, en gros, l'économie de la fonctionnalité, ça va être d'avoir un même produit pour un usage long, mais aussi des usages multipliés et des usagers différents tout au long de la vie du produit. C'est-à-dire qu'on ne va plus être sur un seul propriétaire, un seul utilisateur, mais sur potentiellement de multiples propriétaires, de multiples utilisateurs ou alors de multiples utilisations par un même propriétaire. Donc, on doit pour cela travailler sur deux axes, qui est deux leviers d'action, multiplier les usages et les usagers, c'est-à-dire qu'on se doit d'assurer, lorsqu'on fait ce type d'offre de service, d'assurer la continuité du service rendu tout au long de la proposition, tout au long du lien contractuel et commercial entre le propriétaire de l'objet qui reste finalement le fabricant ou le distributeur et son usager qui n'en est pas propriétaire. Donc, on doit assurer cette continuité de service rendu et on doit aussi allonger la durée d'usage du produit. Donc, on doit éco-concevoir des produits pour les rendre compatibles aux nouvelles exigences de l'EFC. L'économie de la fonctionnalité s'appuie rarement sur des produits identiques à l'économie du produit vendu telle qu'on la pratique aujourd'hui. Alors, si on regarde comment multiplier les usages et les usagers, l'objectif est de développer une offre de service qui va avec le produit pour maintenir la valeur d'usage du produit au fur et à mesure de la vie, du changement d'usager ou du changement de besoin de chaque usager. En gros, on va avoir un premier usager qui va utiliser le produit, qui va s'user, qui va peut-être de moins en moins correspondre aux besoins de l'usager. Et donc, on va avoir la valeur d'usage qui va baisser. Et les services qu'on va proposer vont être on va pouvoir avoir pour objectif de remettre ce niveau d'usage, cette valeur d'usage à un niveau suffisant. C'est par exemple au moment d'un changement d'usager, cette reprise est soit un remanufacturing, soit une réparation, un reconditionnement, on pourrait dire aussi, et une livraison qui vont permettre de remettre le produit dans un état suffisant pour le nouvel usage. Ça peut être aussi au cours d'une vie chez un usager par une réparation, un entretien ou l'ajout d'une nouvelle fonctionnalité qui va permettre de rehausser la valeur d'usage au niveau attendu par l'usager qui l'avait pris 6 mois, 1 an, 3 ans, qui avait
adopter ce produit, ce service aussi 6 mois, 1 an, 3 ans avant ou au moment d'un changement d'usager, une fois de plus. Donc, on a vraiment tout un panel de nouveaux services à inventer, à proposer, évidemment à marketer et à faire vivre tout au long de la vie. Ensuite, on va aussi travailler au niveau du produit, où il va falloir, comme je le disais, allonger la durée d'usage. C'est-à-dire que pour que ces nouveaux services puissent exister et pour que ces nouveaux services soient rentables pour celui qui fait cette offre de service, il va falloir que le mobilier, le produit, soit conçu en vue d'eux. Si on veut proposer un service de réparation, il faut évidemment qu'il soit proposé sur un produit qui est lui-même réparable, démontable, avec des pièces standards, avec des pièces changeables, avec des pièces détachées qui existent en stock. Il faut qu'il soit aussi facilement relookable. Il faut qu'il soit facilement aussi refonctionnable. Alors, ça fait beaucoup de néologismes qui ne sont pas tous très joyeux. Il y a des mots bizarres quand même. C'est ça, mais qui sont faciles, je crois, à comprendre. C'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. L'idée, c'est d'avoir un produit qui soit très modulable, qui soit multifonctionnalité, avec l'ajout, la suppression possible de fonctionnalités. On sait que l'obsolescence d'un meuble, c'est aussi son esthétique, son look, sa couleur. Donc, c'est une facilité de mise à jour esthétique du produit qui doit être prévue dès le départ, dès la conception. Les produits mis à disposition dans le cadre d'une économie de fonctionnalité sont rarement, en tout cas jamais les mêmes quand l'offre fonctionne que celle dans un modèle classique. Donc, évidemment, il faut aussi parler de démontabilité, transportabilité. Alors, j'ai relevé quelques exemples de meubles que vous connaissez probablement déjà. Et l'idée, là, c'est pas de vous les faire découvrir, c'est plutôt de vous les faire redécouvrir avec cette lecture de l'économie de la fonctionnalité. On a, par exemple, ce fauteuil-là qui est extrêmement pliable, facile à plier. Et du coup, il va être facile pour faire le changement d'utilisateur, d'usager. Pour aller d'un usager 1 à un usager 2, on va facilement pouvoir le transporter. Donc, il a probablement été développé dans le but d'être facile à ranger, en attendant un deuxième usage, mais là aussi, il va être facile à transporter. Un autre exemple, ce sont ces produits très modulables que vous connaissez, qui sont assez classiques dans leur conception. Mais là, on a quelque chose, par exemple, qui pourrait servir d'un usage professionnel à un usage dans le ménager aussi, chez chacun d'entre nous. Donc, où on est sur des produits qui, du coup, vont pouvoir avoir plusieurs vies sans être modifiés et avec un seul design, mais potentiellement des fonctionnalités qui peuvent être ajoutées ou enlevées. Donc, l'idée vraiment, c'est de se dire que pour une économie de la fonctionnalité, il faut inventer tout un tas de services qui vont permettre de maintenir la valeur d'usage à un niveau suffisant et avec des produits qui sont capables d'accepter ces services, qui sont capables de rendre rentables ces services et de diminuer le coût de ces services pour le propriétaire qui reste le fabricant, le distributeur et qui n'est plus l'usager dans ce cas-là. Alors pour ce travail justement sur Domocité et sur tout la réflexion collective qu'on a eue, donc avec la trentaine de participants, on est parti de 4 scénarios initiaux pour repenser, pour réfléchir ensemble, donc en sous-groupe, sur à partir de ces scénarios, sur les solutions, qu'est-ce qu'on pourrait apporter en économie de la fonctionnalité sur chacun de ces scénarios dans l'ameublement. Donc on avait un premier scénario, on va redétailler après quel était le point de départ et puis quelles ont été donc il y a eu plein de solutions qui ont été imaginées et puis on a développé plus spécifiquement une première solution qu'on vous présentera après. Donc il y avait un premier scénario sur le co-living, un deuxième scénario sur un foyer monoparental. Donc co-living, on imagine bien évidemment comment est-ce que les différents membres du co-living peuvent vivre ensemble et utiliser, partager avec une évolutivité et une adaptation aux différents besoins l'ameublement. Sur le foyer monoparental, l'enjeu d'évolution du mobilier et de l'ameublement par rapport aux besoins de la famille. On avait un scénario 3 qui était la ville touristique. Comment est-ce qu'on peut penser et apporter avec l'économie de la fonctionnalité des solutions pour une ville et ses habitants pour aider son développement et l'animation de la ville. Et puis on avait un dernier scénario autour d'une entreprise qui voulait
voulait se développer à l'international. Donc comment est-ce qu'on accompagne ce développement avec l'économie de la fonctionnalité? Donc notre idée, c'était effectivement de partir sur 4 scénarios qui nous permettent, dans notre jargon à nous, d'être dans le mobilier domestique, c'est-à-dire pour les particuliers, soit à titre individuel ou en groupe, et dans le mobilier professionnel, à la fois le contract, c'est-à-dire l'hôtellerie, la restauration, etc., le tourisme, et le mobilier de bureau. On voulait voir un petit peu dans tous les univers si ça pouvait fonctionner. Alors, 6 étapes. 6 étapes qu'on a suivies. Donc, il y a eu une phase de lancement où on a partagé sur les expériences, sur la définition de l'économie de la fonctionnalité. On a eu deux ateliers de départ autour, donc sur chacun des scénarios, des personas. Quels sont les personas qui sont impliqués dans ces scénarios? Quels sont leurs besoins? Quelles sont leurs attentes? Quels sont leurs pain points, enfin leurs difficultés à l'heure actuelle? Et on a eu un premier atelier d'idéation. On était encore à distance, donc sur Klaxoon et sur Zoom, donc d'idéation de solutions qui étaient très riches avec plein de premières solutions. Ça, c'était les outils, premières. C'est Zoom ou Teams, enfin, peu etc. importe, oui. Et Klaxoon, c'est plutôt un outil de partage d'idées, des post-it. Exactement, c'est l'équivalent c'est l'usage de post-it, mais partagé et en distanciel. Voilà. Mais ça a permis d'ouvrir en fait tous les possibles en partant des situations, donc des scénarios et des différents besoins. Et ensuite, et là, on avait la chance de se voir en vrai, en physique. Ça a été suivi d'une phase de sélection et de co-construction. Donc, on a travaillé sur des propositions et des business models, donc à partir des premières solutions. Sélectionner celles qui nous paraissaient les plus intéressantes et puis développer leur parcours client et des premiers éléments de storyboard qu'on va vous présenter, alors même si les storyboards sont pas encore tout à fait finalisés puisque ça va être finalisé pour décembre. Voilà, donc un travail très riche. Alors à un moment, il fallait faire des choix de scénarios parce qu'on aurait pu en faire 50, mais il fallait effectivement choisir un choix de solution. Ouais. Voilà. Le premier, alors des témoignages, on en aura peut-être. Je ne sais pas si Valérie Bion est en ligne, non, peut-être pas. Jordi, non. Mais Christophe Chenu, il est là, Christophe ? En fait, ce qui est intéressant dans ce groupe de travail, c'est qu'on est des gens d'horizons complètement différents. Pour certains, on se connaissait, on était à peu près dans le même domaine, mais pour d'autres, on arrivait d'éléments différents. Et donc, on fait au départ des partages d'expériences personnelles, quoi, en fait, et on se met un peu à nu dans ce groupe. Donc, c'est passionnant, c'est épuisant, finir la journée en cuit, mais c'est hyper enrichissant. Alors, pour moi, à double titre, puisque comme vous l'avez compris avec Philippe, on est très proches, donc on a plein de projets en commun et on avait, avec les équipementiers, parlé du co-living et avec un architecte, enfin la belle expérience, on vous l'a présenté hier. Et là, ça permettait de travailler les usages, quoi, en fait, toute la notion de service. Donc on peut raconter une belle histoire avec ça. Et c'est ce qu'on racontera à Eurobois au mois de février. Mais on a inventé des concepts qui sont... Enfin, moi, je ne pensais pas qu'on aurait pu sortir ça. Il y a une puissance du collectif, alors bien amenée aussi par toute l'équipe de Géraldine, mais on s'est creusé les méninges. Et j'aime bien ta phrase, en fait, d'homocité, c'est le R de R&D, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'on fait de la recherche, on ne fait pas du développement. Le développement, après, c'est chaque entreprise qui va chez soi le faire, mais au terme du R, on s'est bien creusé les méninges. Et pas complètement dans le délire, puisqu'on a vu qu'il y avait 2 co-living qui s'ouvraient sur Lyon. En plus. Ouais, entre-temps, il y en a 2 qui s'ouvrent. Benoît, tu peux nous parler du projet, enfin du scénario ? Oui, le scénario qui a inspiré les travaux du premier groupe, c'est celui du co-living. Donc le point de départ, c'est celui d'une bande d'amis qui achète un hôtel pour y vivre ensemble, pour transformer cet hôtel en lieu de vie associant espace privatif pour chaque foyer et des espaces de vie communs. Donc on s'était dit que ce serait un espace de co-living de 4 foyers, multigénérationnel. Ça nous paraissait important pour justement multiplier les usages. Et avec l'envie pour les occupants d'intégrer un espace de co-living pour s'offrir un niveau de vie, de confort, de service auquel ils n'auraient pas accès seuls, par la mutualisation, par la réduction des surfaces allouées, pouvoir se permettre d'autres choses, s'offrir d'autres choses.
Donc, le travail a porté sur la création d'une offre d'aménagement des espaces de vie communs, cuisine, séjour, salon. Alors, la problématique qui est arrivée rapidement, c'est comment permettre la tenue d'activités parallèles, voire concurrentes, dans les mêmes espaces, entre ceux qui veulent travailler, ceux qui veulent donc se concentrer, ceux qui veulent se restaurer, cuisiner, les enfants qui font leurs devoirs, plus ou moins silencieusement. C'est comment aussi indiquer, faire respecter des règles de vie en communauté. Mais sans le côté coercitif de la fameuse affiche qu'on connaît tous et qui rappelle au règlement de manière souvent fortement désagréable et que plus personne ne lit au bout de quelques jours. Donc, comment réussir à indiquer aux gens le bon comportement, le bon espace où se mettre pour faire telle ou telle activité, sans ce côté coercitif et règles très, très, très dures et strictes. Et puis évidemment, quel mobilier, que proposer et quel offre de service associée pour assurer la vie en collectivité et de ces attentes parfois qui sont divergentes. Alors, je me permets une petite intervention dans le sens où c'est vrai que Domocité, on s'est donné la capacité d'aller dans la prospective, à la fois illustrée par du design produit ou du design d'espace, c'est ce qu'on a fait les premières années. Mais là, on s'est aperçu qu'on était dans le design de service. Donc finalement, la restitution, on s'est donné pour objectif de faire du motion design et d'avoir plutôt une approche servicielle de ça. Donc voilà les premières images. Bon, faut pas les regarder forcément dans le détail, c'est les premiers scripts, mais c'est l'idée un petit peu du scénario qu'on va illustrer par une petite vidéo. Oui, les solutions développées, c'est une offre tout inclus. Depuis le loyer pour l'espace d'habitat jusqu'au service et au mobilier qui composent et qui vont meubler les espaces communs. Donc, aussi bien le salon et le séjour. C'est une table qui peut aussi bien aller dans le salon que dans le séjour selon la hauteur de piétement. C'est une lampe qui va venir éclairer cette table, pour définir différents espaces qui peuvent être modulés tout au cours de la journée, mais aussi offrir des supports des différentes activités, le plateau de jeu, l'espace plus, pourquoi pas avec une nappe pour accueillir le repas, évidemment aussi projeter des services comme un écran, un journal, même si l'écran a fait beaucoup débat dans le groupe. Donc, on a ça, et puis tout ça est compris dans une offre commune, donc de loyer, d'ameublement et de services, notamment de conciergerie. Et là, on rentre dans le niveau haut de gamme de l'offre. Donc, conciergerie qui permet d'avoir accès à différents services, déjà de prendre en charge cette table pour offrir les différentes activités, pour changer les différents plateaux, les différents éclairages de cette lampe ou de cette table. Et puis, du coup, cette offre de services pourrait aussi avoir des services supplémentaires, optionnels, en plus, en termes de coût. Mais le coût de l'offre de base, on a estimé, on a calculé, on a fait des projections, serait remboursé par les économies générées par la mutualisation, de l'espace de vie, parce qu'on va louer plus petit si on habite, plus petit pour chaque foyer si on habite à plusieurs foyers dans un même espace, et puis par la mutualisation de ces services aussi. On arrive sur quelque chose qui devrait pouvoir être à l'équilibre, en tout cas ça a été l'objectif. Et puis, donc, du coup, quelque chose qui est dans ce qu'on a découvert un peu tous ensemble, qui est ce nudge, qui est le guide vers des bons comportements, mais de manière douce, inspirée, plutôt que coercitif par de l'affichage. Merci Benoît. Le deuxième sujet, donc on est toujours dans la famille. Nathalène, tu peux nous en parler ? Oui, bien sûr. Sur le sujet de la famille, sur ce scénario, le point de départ qu'on a eu avec l'équipe, c'était d'imaginer un parent qui est séparé de son conjoint et qui décide d'emménager dans un nouveau logement, avec comme challenge du coup de trouver des solutions d'aménagement qui répondent en fait à l'évolution des besoins à la fois avec les enfants qui vont grandir, les parents qui vieillissent, etc. Donc pouvoir répondre à cette évolution de besoins tout au cours de la vie de la famille, et puis faire cohabiter aussi différents rythmes et différentes activités dans des espaces qui souvent, en tout cas en ce qui concerne les foyers monoparentaux, ont tendance à être plus restreints. Et donc le concept qui a été imaginé sur ce scénario, c'est une offre d'aménagement qui est donc modulable et évolutive et qui permet une évolutivité complète des logements au cours de la vie d'un foyer. Donc concrètement, ça se compose, on va dire, de deux grands éléments. D'une part, on a des pans de murs qui sont parsemés de différents emplacements de fixation, donc concrètement de trous, sur lesquels vont pouvoir éclipser des équipements et éléments d'ameublement. Et donc, ces pans de murs sont achetés par des promoteurs
Et ensuite, les habitants vont pouvoir, à la location, accéder à différents modules d'ameublement, donc à venir clipser selon leurs besoins sur ces pans de mur. Et ça comprend à la fois des éléments de rangement, de salle de bain, de cuisine, de bureau. Donc, ces éléments étant clipsables, ils sont tout à fait faciles à fixer, mais aussi à démonter pour pouvoir faire évoluer l'aménagement selon les besoins de la famille. Et cette offre couplée produit-service, on retrouve bien évidemment des services à la fois d'entretien et de maintenance couplés à cette offre pour faire durer le plus longtemps possible les différents pans de mur, mais aussi les différents modules d'ameublement. Merci Nathalène. Après, on avait le sujet sur le tourisme et l'hôtellerie et tout ce milieu-là. Voilà, donc le point de départ, là, c'était le maire d'une ville de taille moyenne qui veut développer son attractivité auprès des touristes et puis aussi des locaux, des habitants de sa ville et qui veut développer tous les outils nécessaires pour l'ensemble de l'écosystème, donc pour la ville, pour les restaurateurs, pour les hôteliers, les commerçants, pour accroître leur attractivité et puis pour aussi animer la ville de manière cohérente aussi d'un point de vue identitaire pour lui donner une identité qu'on retrouve quand on circule dans les différents parcours. Donc le concept imaginé que le groupe a nommé Nekokyo, c'est la réinvention en fait d'un kiosque urbain et qui regrouperait en fait un certain nombre de mobilier et puis de services et qui peut être loué soit par la ville, soit par des associations ou des particuliers, posé dans différents endroits et avec des rôles qui vont être différents. Ça peut être un rôle donc de ce kiosque qui peut être pour la ville et ses habitants, il va être loué. Et les habitants vont pouvoir se connecter au Wi-Fi, ils vont pouvoir aussi bénéficier d'informations locales. Les touristes vont pouvoir avoir un parcours personnalisé pour aller circuler dans la ville. Et il va être loué de manière et positionné soit de manière longue, soit de manière plus ponctuelle parce qu'il y a un besoin particulier, un afflux particulier de touristes quand c'est la haute saison par exemple. Mais il peut être aussi ce kiosque qu'on voit un peu là au milieu. Ce kiosque, il peut être aussi loué et réservé par des associations, par une association de quartier, par des professionnels qui vont pouvoir l'utiliser et y plugger et utiliser certains équipements particuliers si ils font un événement, un spectacle et dans ces cas-là, ils prennent les équipements qui conviennent comme du matériel de son ou bien des chaises ou bien d'autres éléments. Donc en fait, c'est un kiosque mobile qui peut être réservé et loué, soit ponctuellement pour un événement, soit de manière en longue durée, avec un modèle économique qui est basé sur cette location, avec un mutualisateur qui rassemble l'ensemble de ces kiosques et qui les maintient. Et avec aussi, dans le modèle économique, le fait que les utilisateurs peuvent avoir une partie freemium, donc ils peuvent payer. Ils ont accès au Wi-Fi pendant quelques temps quand ils sont sous le kiosque. Et puis s'ils l'utilisent plus longtemps, eh ben, ils vont pouvoir payer pour un usage supérieur ou plus grand. Et dernier scénario, Nathalène, on est plutôt dans l'entreprise. Exactement, avec un concept qui a été baptisé Newt, où le point de départ, c'était une entreprise qui cherchait à aménager ses bureaux de manière à la fois favoriser le bien-être de ses collaborateurs, mais aussi gérer on va dire, l'aménagement de la manière la plus juste par rapport aux besoins réels et aussi de manière plus responsable. Et donc l'équipe sur ce scénario a imaginé donc, une offre d'équipement et de services qui serait facturée donc, de manière mensuelle, donc sous forme d'un forfait. Pour accompagner les entreprises à améliorer du coup la qualité d'expérience de vie au travail. Donc concrètement, d'une part, en termes on parlait tout à l'heure de solutions qui couplent à la fois services et produits. En termes de produits, ça concerne 6 catégories de produits, à savoir tout ce qui va être bureau individuel, aménagement de l'espace collectif, ambiance lumineuse et sonore, végétalisation, ondes et puis aussi matériel et aménagement pour le télétravail. Et du coup, les services proposés par cette offre, c'est tout d'abord de réaliser un diagnostic
selon les besoins de l'entreprise. Puis ensuite, à partir de ces besoins, d'établir du coup quels sont à la fois les produits et puis les services requis pour y répondre, et d'établir la facturation sous forme de forfait mensuel qui ensuite vont être ajustés selon la performance réalisée. Donc, par exemple, si on regarde la catégorie de tout ce qui va être mobilier, bureau, etc., les forfaits vont pouvoir être ajustés en fonction du taux de maintenance. Donc, est-ce qu'il est plutôt élevé, ce qui va peut-être générer un surcoût par rapport au forfait, ou est-ce qu'il est plutôt faible, et du coup, le forfait va pouvoir être revu à la baisse. Et donc, en complément de cette offre, il y a également des services d'animation qui ont été imaginés par l'équipe pour animer la communauté des salariés, et aussi un engagement de la part de Newt à s'engager à promouvoir la circularité, donc par exemple lors du diagnostic, en favorisant le surcyclage de mobilier existant au sein des bureaux de l'entreprise et la réutilisation de certains équipements. Merci. Donc globalement, à la fois les scénarios sont importants, puis à la fois c'est un prétexte en fait. Les scénarios, c'est un prétexte. Et finalement, ce qui était intéressant, c'est que chacun des groupes a travaillé sur donc, ouverture d'abord, plein d'idées, puis ensuite de bien développer sa solution. Et on s'est rendu compte à la fin qu'on avait quand même des solutions qui sont assez variées en termes de modèles d'économie de la fonctionnalité qui sont mises en œuvre. Donc c'est un bon panel et intéressant. On avait sur le co-living, on a un modèle de location à l'usage et au temps. Sur la famille, donc le foyer monoparental, c'était un modèle de location au temps avec une évolutivité assez longue et multi-acteurs. Sur la ville, on était sur un modèle de mutualisation donc de ce kiosque et des services avec un forfait au temps qui était fixe et un forfait de paiement à l'usage plus ponctuel. Et puis sur l'entreprise et son développement international, on avait un modèle d'adhésion initiale et puis ensuite de forfait mensuel qui va être ajusté à la performance, avec des performances à la fois de maintien du matériel et de l'ameublement, et des performances aussi des performances éco-responsables d'efforts d'éco-responsabilité qui étaient menés par l'entreprise. Merci. Merci.